Eh bien oui Bruno, et nous sommes avec notre invité, Monsieur Jean Panhard, devant une voiture de 1898. Monsieur Jean Panhard, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors quand on voit ces voitures de 1898, ça ne ressemble pas encore à de véritables automobiles? Non, il y a déjà une certaine évolution par rapport aux voitures de 1891, mais ce n'est pas tout à fait une automobile telle que nous la concevons actuellement. Par exemple, les roues avant sont beaucoup plus petites que les roues arrière. La direction est extrêmement spéciale, vous voyez. Là, ce n'est pas encore l'épure de Gentot. L'épure de Gentot, vous ne savez pas ce que c'est, naturellement. Non, du tout. Pas du tout. L'épure de Gentot, vous avez les deux roues tournent de telle façon qu'en virage, il n'y ait pas de grissement. Là, vous avez exactement comme sur une voiture à cheval, un essieu tout raide, et vous voyez que... Donc c'est assez lourd à conduire? Mais elle n'est pas tellement lourde à conduire, celle-là. C'est la première fois que je monte dedans. Mais je me perçois avec plaisir qu'elle doit être relativement facile à conduire. Alors, toutes les voitures n'avaient pas de volant, je crois qu'il y en avait... Alors, ça, c'est une grande nouveauté de 98. C'est qu'au lieu d'avoir la queue de vache, c'est comme sur un gouvernail sur un bateau. Quand vous voulez aller à droite, il faut que vous appuyez vers la gauche. Et inversement, de l'autre côté, la voiture tourne dans l'autre sens. Là, vous avez une direction avec un volant, comme les voitures actuelles. Mais évidemment, la disposition des roues n'est pas tout à fait la même. C'est déjà un progrès, mais enfin, c'est quand même... Quand on veut partir en balade avec ces voitures-là, il faut s'y prendre à l'avance parce que c'est toute une histoire pour démarrer. D'autant qu'elle a... Alors, je voulais dire ce qui est essentiel, c'est qu'elle avait un excellent moteur. Un moteur Panhard, naturellement. Et remarquez, tout le monde prenait des moteurs Panhard. La Renault et la Peugeot qui étaient là-bas avaient des moteurs Panhard, licence Daimler. Et même Louis Renault, bien avant de faire ses voitures, avait eu, quand il avait 12 ou 13 ans, avait pu se procurer un moteur Panhard qu'il montait et démontait avec beaucoup de plaisir. Alors revenons à cette voiture. Elle a donc un moteur à l'arrière. Elle a une disposition de pédale analogue à celle des premières Panhard et qui a été poursuivie jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il y a le débrayage à gauche, le frein au milieu et celle-là n'a l'accélérateur à main. Mais pour la faire démarrer, je crois que c'est toute une histoire. Alors pour la faire démarrer, il faut commencer par chauffer les brûleurs. Chauffer les brûleurs, c'est-à-dire ce sont des doigts de platine qui provoqueront l'explosion dans le moteur. Il faut les chauffer à blanc. Et comme le disait la première notice de Panhard, cette opération est presque instantanée, elle ne dure que quelques minutes. Mais une fois qu'on a bien chauffé les platines, ça ne veut pas dire que le moteur veuille démarrer à tous les coups. Et hier matin, par exemple, sur la voiture avec un chauffage à platine, pour faire la descente des Champs-Élysées, j'ai bien cru que nous n'arrivions pas à démarrer. Et c'est là que vient le terme de chauffeur. Et c'est là que vient le terme de chauffeur. Le chauffeur, c'était celui qui chauffait les platines avant que la voiture ne démarre. Ce qui est amusant, c'est qu'elle a encore, au lieu d'avoir des phares, ce sont des bougies qu'il y a à l'intérieur de ça. Oui, des vraies bougies. C'est avec ça qu'on s'éclairait la nuit. On ne devait pas être très lumineux. Le klaxon est assez rudimentaire. Alors le klaxon, si vous me permettez, mais on va s'amuser. Je pense qu'on faisait plutôt comme ça. Et ça, c'était, je ne sais pas si c'est un progrès. Il y avait sur les autres voitures des poires qui faisaient un très joli bruit et qui arrivaient à faire que les passants s'écartent. Alors, dans la foulée de Panhard, de Renault, de Peugeot, de nombreux ingénieurs vont se lancer dans l'aventure automobile. C'est la ruée, c'est aussi la course au progrès technologique et elle ne s'arrêtera plus. Cyril Devaux. C'est l'histoire d'une utopie, l'histoire d'hommes qui, après avoir marché, pédalé, voulurent être transportés. Pas de roues du tout, 2 roues, 3 roues, 4 roues, telle est l'échelle de l'évolution automobile. En 1860, lorsqu'il dépose son brevet du moteur à explosion, Jean-Joseph Étienne Lenoir sait-il qu'il vient d'accélérer l'histoire de l'humanité? Sans doute pas. Et pourtant, en 1884, naît la première voiture du monde au sens moderne du terme. Une Delamarre, Bouteville et Balandin, bicylindre 4 temps à essence qui atteint le 12,6 km/h. C'est le temps des pionniers, Panhard-Levassor, de Dion-Bouton qui dessine ce magnifique vis-à-vis de couleur bleue. Rapidement, les modèles se perfectionnent à l'image de cette Dietrich de 1896. Quel confort! Arthur, chez Maxime, et en vitesse. Voilà l'heureuse époque. Heureuse époque, en effet, où l'automobile fascine le monde entier. D'où l'idée de Ford, mettre le monde sur 4 roues. En 1908, il crée la Ford T, première voiture construite à la chaîne. L'automobile entre dans l'ère industrielle. Henry Ford avait dit en présentant la Ford T, le client pourra choisir sa couleur pourvu qu'elle soit noire.
Elle sera pourtant colorisée en 1928. Une idée en or, puisqu'il s'en est vendu 15 millions. Deuxième record mondial de tous les temps. En France, Peugeot et Renault dominent un marché qui regroupe près de 620 constructeurs artisans. La foule se presse au salon de l'automobile. C'est l'âge d'or jusqu'à la guerre de 14 qui met un frein temporaire à la création. Dès 1918 commencent alors les années folles. L'imagination s'envole, le rêve prend forme. On les veut somptueuses, voluptueuses, décapotables et rapides. Voitures de nouveaux riches, réservées à une élite, à l'aristocratie qui fréquente les salles de l'art déco. Voiture de légende qui étale son luxe. Comme cette Hispano-Suiza Dubonnet de 1924 en bois de tulipier, c'est-à-dire en bois de rose rifté en cuivre. Delage, Delahaye, Bugatti, Rolls-Royce envahissent Hollywood et le show business. Le Corbusier dessine cette Voisin pour Joséphine Baker. Cette Isotta Fraschini fut commandée par Rudolf Valentino. Il ne l'a jamais conduite, il est mort 2 jours avant la livraison. Après cette période d'excès, le tournant des années 30. L'aérodynamisme est en vogue, le consommateur réclame des voitures moins chères, plus démocratiques. Citroën a tout compris et lance en 1934 la traction avant. Alors on vient de voir 50 ans d'histoire automobile, mais Monsieur Panhard, en fait en 1908 déjà on avait tout inventé, 10 ans seulement après la voiture devant laquelle nous étions tout à l'heure. Absolument. Et c'était Henry Ford qui avait lancé ce modèle T. Le modèle T qui avait été, c'était la consonne qui voulait dire le moment où la voiture était produite. La première voiture était une Ford A qu'il avait produite en 1903. J'observe au passage que Ford, d'ailleurs, n'était pas le premier constructeur dans le monde, puisque les Français avaient commencé bien avant, en 1891. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette Ford, c'est qu'elle était construite en grande série. Et une grande série et des voitures toutes identiques entre elles. Je dois dire d'ailleurs que Ford disait toujours qu'on pouvait choisir la couleur que l'on voulait à condition qu'elle soit noire. Ce n'est pas absolument un noir, ça je dois reconnaître, mais je ne pense pas qu'elle soit cette couleur, c'est une couleur d'origine. Alors cette voiture a été construite à 15 millions d'exemplaires et les prix de revient ont baissé de façon phénoménale puisque je crois que la voiture... J'ai lu quelque part que la voiture avait commencé à être construite en 15 heures de total pour le montage et qu'à la fin il ne fallait qu'1 heure pour la monter. Ce qui explique des prix de vente extrêmement bas. Alors, donc, elle a été construite à 15 millions d'exemplaires, c'est un record puisqu'il faudra attendre la coccinelle pour la détrôner. En France, on ne croit pas à la voiture populaire. Pourquoi, à l'époque? On ne croit pas à la voiture populaire, non, puisque c'est Citroën qui, en 1919, a lancé vraiment la série en France, en s'inspirant d'ailleurs des méthodes américaines. Il est certain que cette production en très grande série n'était pas connue en France, et qu'il n'y avait aucune occasion de faire des séries aussi importantes. Alors comment est-ce qu'on fabriquait les voitures en France? Comment est-ce qu'on fabriquait les voitures en France? Les voitures en France, pendant très longtemps, les constructeurs ne faisaient que le châssis. Et le châssis se faisait habiller par des carrossiers, mais des carrosseries somptueuses. Des gens qui, Kellner, Binder, avaient de magnifiques voitures, et les voitures carrosseries qui s'adaptaient sur les châssis. Et le client commandait d'abord son châssis, et ne faisait que carrosser par exemple. Alors c'est ce que nous allons voir, Monsieur Panhard, dans ce sujet. Fabriquée de façon artisanale en France, la voiture reste un produit de luxe. Les carrossiers sont de véritables orfèvres et les belles s'affichent dans les concours d'élégantes. Mais la véritable révolution, la véritable vedette est dans la rue. La vedette des années 30, c'est la traction avant de Citroën. L'auto entre dans l'ère moderne. Nous sommes en 1934. Pierre-Emmanuel Luneau. Pour beaucoup, 1934 a été l'année du plus beau succès français. La traction avant de Citroën fait l'événement de cette période, la plus belle époque de l'industrie automobile en France. Une voiture en avance de plusieurs années. La transmission se fait sur les roues avant et les 4 roues sont indépendantes. Elles assurent une tenue de route exceptionnelle. Mais au-delà de la prouesse technique, les années 30 marqueront l'accès du plus grand nombre de Français à la voiture. Un miracle. En dépit de tout, Paris est encombré de voitures. Et ces images quotidiennes rappellent à s'y méprendre les embouteillages de l'avant-guerre.
La guerre est terminée. Les usines des grandes firmes se remettent à tourner à plein régime. L'heure est à la reconstruction et à l'équipement. La 4 chevaux est produite en masse et la 2 chevaux, née après la guerre, restera longtemps comme la moins chère des décapotables. Le salon de l'auto fait tout pour attirer le public. On y vante même les mérites d'un produit de lustrage sur de bien belles carrosseries. 1955, la DS fait sa première apparition. La suspension est hydraulique, c'est un nouveau saut technologique, c'est aussi une très belle réalisation esthétique. Le salon s'emplit alors de modèles enfin accessibles aux ménages des 30 glorieuses. On peut y voir ainsi la 403 Peugeot, ou bien la Panhard et le Vassor. Ou encore l'indémodable Coccinelle, une des voitures les plus vendues au monde, à des dizaines de millions d'exemplaires. 1968 est proche et la femme, résolument moderne, s'approprie à son tour l'automobile. Je cherche une voiture pratique, impeccable, jolie, élégante, beaucoup de qualité à la fois. Je travaille dans un journal, je me déplace très souvent. Mais la crise du pétrole va sérieusement freiner l'ardeur des automobilistes. C'est le temps des petites voitures, urbaines, et surtout consommant le moins possible. Cette exigence est encore de mise aujourd'hui, même si depuis plusieurs années le concept de monospace est à l'honneur. Alors, nous venons de voir un siècle d'histoire automobile. Nous allons maintenant faire un bond dans le futur. Venez avec moi, Monsieur Panhard. Nous allons rentrer dans le 3e millénaire avec ces prototypes que l'on découvre. Alors, Monsieur Panhard, quand vous voyez ces prototypes, est-ce que ça vous fait rêver ? Mais certainement, ce sont des voitures de rêve qui sont tout à fait étonnantes. Elles sont non seulement étonnantes par leur forme, mais aussi par leur mécanique. Quel sera le moteur de demain? Toujours un moteur à essence ou on peut imaginer tout autre chose? J'ai remarqué que souvent les experts se trompaient, mais je vais essayer de donner quelques solutions. Un des gros problèmes est le problème de la pollution. Alors évidemment, la voiture électrique est une voiture qui serait tout à fait intéressante. Et l'on arrive maintenant à déjà des performances à peu près convenables. Une voiture peut, entre 2 recharges, faire maintenant 100 à 120 km, ce qui est déjà tout à fait convenable. Mais ce n'est pas suffisant pour que les voitures puissent sortir des villes. Alors que feriez-vous? Eh bien, on a imaginé des moteurs hybrides, c'est-à-dire un moteur à essence ou à gazole qui actionnerait une dynamo, qui ferait produire l'électricité, qui serait accumulé par des accumulateurs et qui transmettrait la puissance aux roues. Mais l'inconvénient, c'est qu'évidemment, tout ce rendement n'est pas très bon et que la consommation en essence serait beaucoup plus élevée. Donc ce n'est pas encore au point, il y a des nombreux axes de recherche. Mais enfin, c'est dans cet axe-là que l'on pourra trouver, je pense, les premières solutions. Est-ce que la voiture de demain sera plus sûre aussi? Vous savez, elles sont déjà très sûres, les voitures. Vraiment, les progrès qui ont été faits dans ce domaine sont considérables. La voiture est plus sûre à tout point de vue. D'abord, elles ont beaucoup moins de pannes. Je suis sûr que dans ma jeunesse, quand je parcourais les routes, il était rare que l'on ne tombe pas en panne. Et les pneus crevaient tout le temps. Tandis qu'actuellement, vous faites des dizaines, des centaines de kilomètres sans aucun ennui. Qu'est-ce qu'on peut inventer d'autre? Au XXIe siècle, qu'est-ce qu'on peut inventer d'autre? Ce qu'on pourrait inventer aussi, et ce sera peut-être un jour réalisé, c'est que le conducteur n'ait pas à conduire sa voiture, qu'elle soit conduite toute seule. On tape sur un ordinateur et qu'on dit je vais aller chez vous par exemple. Et je vais très loin là, à ce moment-là. Barrez-vous un petit peu. Pourquoi pas. Et puis j'irai tranquillement chez vous en fumant un cigare, si je fumais encore le cigare. Peut-être que ça existera un jour. Merci Monsieur Panhard d'avoir été notre invité ce soir. Ainsi se termine ce journal. Je rappelle pour tous les passionnés que le Salon de l'Automobile Le Mondial ouvre ses portes à partir de jeudi jusqu'au 11 octobre. L'occasion de venir découvrir les voitures anciennes, mais aussi de nouvelles. Il y a, paraît-il, beaucoup de nouveautés. Et puis votre prochain rendez-vous d'information Télématin dès 6h30 est en direct du Salon. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir. Très bonne nuit à tous.